Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors, je suis un auteur de bande dessinée mystérieux qui a basé sa carrière sur l'échec sentimental et l'a transformé en succès. Et la fille qui a provoqué tout ça doit bien s'en mordre les doigts, mais bon, c'est trop tard. Voilà, qui suis-je ? Et bonjour Didier Tronchet. Trop facile. Trop facile. Et merci d'être avec nous, auteur d'une 60aine d'albums. On aura l'occasion d'en reparler. Et tu viens cette fois nous présenter L'Année Fantôme qui vient de sortir. On voulait aussi te recevoir dans le cadre de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Cité de la bande dessinée qui s'appelle Rock Pop Wiz, parce que tu es aussi lié à la musique. Là aussi, on en reparlera. Je pense notamment à Petit éloge de la chanson française. On doit les aventures cultes de Jean-Claude Tergal. Mais d'abord, donc, ce livre, L'Année Fantôme, qui vient de sortir chez Dupuis. Je vais tenter de le résumer, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. On suit Gilles Colosse au pied d'art, humoriste, il tient une célèbre chronique à la radio, dans un journal aussi. Il est respecté et craint à la fois, jusqu'au jour où son rédacteur en chef lui demande de formuler les choses plus légèrement. Évidemment, ça va commencer à le faire un petit peu cogiter. Il y a aussi sa mère qui le rappelle, pour organiser les 50 ans de son frère, sa femme, ethnologue, spécialiste des volatiles, sa psy à la méthode bien particulière. Et puis, ce jour, il accepte de participer à une émission de télé et où il n'est plus drôle, ce qui va remettre pas mal de choses en question chez lui. D'où est venue cette histoire ? C'est vrai que la base, l'histoire est personnelle, mais par souci de respect du lecteur et par politesse envers lui, je livre pas les choses de façon brute et dans le désordre et dans toute la complexité que la vie implique. Mais je fais un peu de ménage dans cette histoire, dans cette histoire personnelle. À l'arrivée, ça donne un personnage qui est moi et qui est pas moi. Mais c'est vrai que je me reconnais assez bien dans cet humoriste impitoyable qui fait régner la terreur dans les repas. Je dois dire que dans les salons de BD aussi, j'ai quand même traîné une mauvaise réputation de sniper, c'est-à-dire de type qu'il faut ligoter, mettre dans un placard. Mais j'aime bien ça, moi, le côté. J'aime bien jouer, à vrai dire. Je suis un vrai joueur. Ce qui implique que quelquefois le jeu soit limite. Parce que j'aime aussi égratigner là où c'est évidemment un peu douloureux, sinon quel intérêt ? Et le personnage, à ma façon, finalement, agit d'une manière qu'il se protège derrière cette espèce de masque d'amuseur public, et ça lui permet d'être bien à l'abri. Parce qu'en fait, les humoristes, on les redoute. C'est vraiment des gens, on n'a pas envie de... Alors, je parle pas de moi là en l'occurrence, mais un humoriste qui balance des vannes, on va l'attaquer pas frontalement. On a peur de se prendre une balle perdue. Il le dit au début du livre, il dit qu'il est très puissant, pire qu'un homme politique, pire qu'un banquier ou un trader parce qu'il est humoriste. Ouais. Ça reste l'arme la plus puissante aujourd'hui, l'humour ? Ah oui, on le voit dans les émissions de télé. Ils sont très recherchés, ces gens d'ailleurs, qui sont un peu des snipers, des gens qui tirent à vue, qui interviennent dans la conversation, qui balancent un bon mot, qui cassent absolument tout du discours de quelqu'un, dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai qu'on peut pas exclure une part de... c'est pas le mot méchanceté qui conviendrait, mais de mise en scène de soi-même comme quelqu'un qui est un juge permanent, finalement. Donc ça, je sais pas quoi penser, mais en tout cas, on peut constater que ces gens ont un pouvoir redoutable dans les médias et que l'humour est devenu l'arme la plus terrible qui soit, qui peut être destructrice. Et on se remet pas... Même si on est un homme politique, un personnage public, avec une grande notoriété, reconnu de tous, après 40 ans de carrière respectable, en 2 minutes, le type est par terre s'il est face à un humoriste qui repère la faille et qui lui balance sa vanne. D'ailleurs, il participe il est chroniqueur dans une émission qui ressemble un peu aux Grosses Têtes, ou en tout cas ces émissions de radio comme ça. Et il dit « Nous sommes les pitoyables gladiateurs des temps modernes ». C'est un peu le meilleur tireur de l'Ouest, qui va un jour rencontrer l'humoriste qui est plus fort que lui et il est mort. C'est ce qui arrive à mon personnage d'une certaine façon. Mais gladiateurs aussi, parce que ce sont des gens qui descendent dans l'arène, un peu plus volontairement que les gladiateurs, mais qui ont et pour un public qui a le goût du sang, qui est venu là pour ça. Le public est venu pouvoir tomber le funambule et aussi sa victime. Donc ces gens existent parce que le public le demande aussi. C'est la vieille recette des jeux du cirque finalement, c'est que on ne peut plus évidemment tuer en public, ce qu'on peut regretter, mais je trouve ça plutôt bien moi. En revanche, on peut assassiner
par un trait d'esprit. Et c'est un peu ce que lui pense qu'il lui est arrivé dans une émission où, à force de vouloir faire le malin, il n'a pas réussi son gag, quoi. Et ça, c'est un peu une angoisse que j'ai personnelle. Et je dois dire que ça m'est arrivé. La vraie raison, l'une des motivations de cette histoire était sans doute la vengeance. J'ai voulu me venger de cette situation qui a été effroyable. Pour dire la vérité, il s'agissait d'une émission à l'époque qui s'appelait Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei, qui était une émission monstrueuse qui durait 3 heures avec les plus grands éminents responsables de tous les domaines. Alors moi, j'avais face de moi, j'avais un sociologue de je ne sais quoi, j'avais un écrivain, un philosophe très en vue, et voilà, tout un public comme ça de gens qui ont l'habitude des débats et qui en parlent de manière extrêmement structurée, avec un discours rodé qui m'a effrayé, parce que je n'avais pas prise là-dessus. Je cherchais l'endroit où je pourrais avoir une vanne, j'ai pas trouvé la faille. Et quand c'est tombé sur moi, j'ai ce qu'on appelle une blague de secours. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, au cas, je trouve rien, j'ai celle-là. Et je me suis lancé dans la blague. Et le problème de cette attitude-là, c'est qu'il faut y aller vraiment sûr de soi, avec un côté... il faut avancer droit et pas d'une voix blanche, avec des grosses gouttes de sueur qui perlent au front. Ça, c'est mort. Et c'est pourtant la façon dont j'ai opéré qui a été destructrice pour moi. C'est-à-dire que dès que j'ai fini ma vanne, qui n'était pas très bonne, mais que j'aurais pu sauver. Franchement, elle partait bien. Elle aurait pu être marrante. En 2 mots, je le dis, parce que les gens se disent « Ouais, mais attends, mais dis-nous ta vanne. » Alors, c'était juste, le débat était sur l'homme, la femme, la différence de tout temps, les hommes et les femmes, ce genre de trucs. Et moi, je me suis rentré là-dedans, j'ai dit « Bah écoutez... Déjà, moi, je trouve l'homme et la femme assez différents, notamment sur le plan des organes. Ah, alors là, il n'y a rien à voir. Et puis voilà, par exemple, moi, je trouve personnellement que les organes féminins, je sais pas, il y a quelque chose de mieux là-dedans. Par exemple, si dans les vestiaires, on nous oblige à choisir notre vestiaire. Mais non, moi, je suis pour la liberté et pouvoir choisir mon vestiaire. Auquel cas, je choisirais le vestiaire des femmes. Et là, j'ai senti un lourd silence s'abattre sur l'émission. Et l'animateur m'a regardé d'un ton consterné, puis il a tourné la tête, il a fait un rire forcé, horrible, et on est passé à autre chose, et je n'ai plus jamais eu la parole de l'émission. Voilà, je vous laisse juger, les amis. Effectivement, on revit cette scène dans le livre. C'est un livre qui est aussi assez nostalgique sur les racines familiales, toutes ces faiblesses qui nous forgent. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans la préface du livre. François Morel, il parle de vous comme de commissaire tronché. Est-ce que c'est ça, finalement, votre rôle ? Depuis le début, on va revenir sur certains de vos autres albums, mais qui est d'enquêter sur nous, sur vos semblables, et de raconter aussi ce qu'ils sont. Mon premier métier, c'était journaliste. Et il parle de commissaire, mais il aurait pu parler d'enquêteur. J'aime ça, la recherche. C'est pas de la vérité, parce que la vérité, évidemment, n'existe pas. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, que j'ai faites d'ailleurs, c'est qu'on cherche pas la vérité, on cherche l'honnêteté. Et après, au lecteur, de faire avec la matière qu'on lui sert honnêtement. Mais oui, c'est ce qui m'intéresse d'aller voir. Le fait que j'ai commencé par être journaliste n'est pas étranger à cette curiosité permanente que j'ai pour comment fonctionnent les êtres humains. Alors ça, je suis stupéfait la plupart du temps, parce que nous sommes très différents les uns des autres. Alors là, je viens de dire un truc important, et retenez bien ça. Ça aurait pu être dans Ce soir ou jamais. Je pense que c'est le genre de truc, vérité générale, que j'aurais pu dire à la façon des autres, là. On est très différents tous, et je suis toujours sidéré de voir comment, dans une même circonstance, les gens réagissent pas du tout comme moi. Des fois beaucoup mieux, d'ailleurs, c'est encore plus énervant. En tout cas, ça me stimule dans mon idée de me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres. Moi, un peu dans la mienne aussi, à vrai dire. Et le livre n'est rien d'autre que la recherche par le narrateur de la raison pour laquelle il est devenu un jour humoriste. Il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il a basculé du côté des humoristes. Et évidemment, je ne le dirai pas, la raison, mais elle a un lien avec une certaine année de sa vie, qui est l'année fantôme, l'année 86. Alors, je ne révèle rien en disant ça. Et pendant laquelle il s'est passé un truc qu'il avait d'ailleurs totalement oublié, un truc de son enfance. Et en le retrouvant par des bribes reconstituées comme un puzzle, et grâce à sa famille d'origine qui est restée sur place, dans le Nord-Pas-de-Calais, il s'aperçoit qu'il manque un truc, ça va pas, il y a un truc qui va pas, qui a été jamais dit. Ça aussi, c'est des choses qu'on connaît tous dans les familles, le non-dit, le mystère, le secret de famille, on a tous ça. Lui, il est confronté à celui-là qui le concerne au premier chef et qui a déterminé sa vie future, à savoir de devenir un humoriste. Alors le lien entre les deux, il n'est pas évident au début, puis il devient clair. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tous les livres, il y a une part de réel, surtout les derniers, et une part de fiction. Et vous dites que la fiction raconte aussi bien le réel que le journalisme. En quoi la fiction le raconte aussi bien ? Alors je dirais même pas aussi bien, je dirais mieux, moi. Je crois foncièrement, moi, quand j'étais journaliste, que j'étais limité par plein de paramètres, notamment ce fameux respect des faits. Qui fait que la réalité étant assez complexe, si on rentre dans cette complexité-là, on doit tout mettre en place, les tenants, les aboutissants, et respecter. Parce que finalement, dans la réalité, dans la vie, tout le monde a ses raisons. C'est ce qu'on apprend très vite. Chacun a raison de faire sa vie ou ses actes. Mais en revanche, dans la fiction, la BD particulièrement, qui est un peu un art de la caricature, on prend pas autant de gants, quoi. Et donc ça donne une réalité qui est décodée, qui est mise à plat, surtout avec un personnage comme le mien, qui est un humoriste caricaturiste, de certaine façon. L'humour d'ailleurs n'est rien d'autre que ça, c'est un effet de loupe. Surtout, c'est quelque chose qui vient grossir les faits et qui va nous faire comprendre, sans paramètres à respecter, ce qui s'est passé clairement. Et ça, moi, j'ai été surpris les premières fois où j'ai fait de la fiction de me dire, mais je peux tout dire finalement. Moi qui venais du journalisme, oh là, attention, les lecteurs vont dire, ah, les rédacteurs en chef. Non, rien. Je balançais tout ce que j'avais à faire avec des personnages qui étaient des représentants de catégories sociales et autres. Et à l'arrivée, ça donnait une idée. J'ai fait une série qui s'appelait les damnés de la terre associés, les poissards. Voilà. C'est des gens dans la misère humaine, mais je n'aurais pas pu le faire avec le journalisme parce qu'il y avait une certaine condescendance ou quelque chose de pas très sain là, dans le fait d'aller voir ça. Mais là, les personnages sont devenus rigolos. Et on n'avait pas envie, j'espère, dans la BD, de se moquer d'eux. Moi, ma position, elle était d'être avec eux et de constater à quel point le monde leur était dans un total décalage avec leur fonctionnement, comment ils ne comprenaient rien à ce qui se passe, tout à fait en marge de la vie que nous, on pratique. Et je n'aurais jamais pu le raconter avec un autre médium que celui de la bande dessinée. Quand tu fais la bande dessinée sur Jean-Claude Rémy, Le Chanteur perdu, là tu pousses le rôle de l'enquêteur jusqu'au bout finalement, parce que tu te mets toi-même en scène en train d'enquêter sur ce chanteur disparu. Pourquoi à ce moment-là tu décides justement de partir à la recherche de ce chanteur-là et surtout de te mettre en scène en tant qu'enquêteur? Oh, ça a été un long processus aussi, ce dévoilement et cette acceptation de parler à la première personne. Franchement, je faisais tout l'inverse. Au début, caché, bien dissimulé que j'étais d'ailleurs Jean-Claude Tergal, Raymond Calbut, des avatars de moi, mais très, très dans la dérision, et on ne savait pas bien qui était derrière. Et en fait, c'est une attitude que j'ai pu tenir longtemps. Et un peu, mon personnage de la Née Fantôme aussi fonctionne comme ça. Il a tenu son pseudonyme pendant longtemps, jusqu'au moment où plus rien ne fonctionne. Parce que la vérité personnelle qu'on a, elle demande à surgir à un moment donné. On ne peut pas mentir. Il ne s'agit pas de mentir, mais de se cacher en tout cas toute sa vie. Il y a un moment donné où on doit se heurter à ce que le personnage dit à un moment donné avec sa psy. Il dit, mais elle me demandait de la sincérité, mais je ne savais même pas ce que c'était ça, moi. Et j'ai dû faire une réponse sincère. Et il découvre un univers où on dit ce qu'on est. Et je pense que j'ai dû faire un parcours un peu parallèle à celui-là. Et à un moment donné, de me dire, bon, arrête, vas-y, raconte, dis, si c'est toi qui le fais, fais-le, dis-le. Mais cela dit, encore une fois, par politesse pour le lecteur, je me suis mis en scène d'une manière qui n'est pas glorieuse toujours et qui est avec toujours un peu de la dérision, parce que c'est mon mode d'expression, mais qui était vrai, un peu plus vrai que ce que je faisais avant. Simplement, le personnage, il est un peu plus couillon que je suis. J'espère. Ce qui est drôle aussi, c'est de noter que tu te dévoiles un petit peu plus dans Le Chanteur perdu en parlant d'une thématique qui t'est chère, à savoir celle de la musique. Je crois que oui. tu rêvais plus ou moins d'être chanteur, ou en tout cas... oui, je rêve encore. Une nuit sur deux, je me réveille, je descends de scène, je saute dans la foule, les gens s'écartent et me laissent tomber par terre, et je me réveille. Ça, c'est peut-être pas un hasard, si c'est dans un album qui parle de musique que tu te dévoiles encore plus. Peut-être, ça c'est partie des racines inconscientes, des récits, on ne sait pas. Et j'essaye de ne pas trop maîtriser tout ça, de laisser venir ce que j'ai raconté sans savoir ce que je fais. Là, en l'occurrence, c'est un chanteur qui m'avait troublé, moi, profondément, parce que je suis très sensible à la chanson française. C'est plus que la musique, c'est la chanson, c'est-à-dire des paroles avec une mélodie et une voix. Cette trilogie-là, cette alchimie, pour moi, est miraculeuse. Et dans les années 70, je découvre ce chanteur. 70, les gens qui nous écoutent vont dire, mais qui c'est, mais il est vieux, ce gars. Eh oui, il est vieux, mon vieux. Et je découvre ce chanteur et je suis infiniment touché par
la grâce, la puissance de ces mots, le côté radical, et puis cette voix profonde qui dit des choses que j'ai jamais entendues. Et j'aime tout. Et je fais un rapide saut dans le temps. 30 ans plus tard, je me dis, mais qui est-il? Qu'est-il devenu? Personne ne sait, ne le connaît, n'a de souvenir de lui, et je suis seul avec ça. Et je me dis, ce serait drôle que je le retrouve et que je lui dise, mais vous avez encore un auditeur, c'est moi. Voilà, juste pour ça, juste pour ce petit moment, d'apporter à quelqu'un un peu de joie, je me disais ça. En fait, je pensais le retrouver peut-être dans une banlieue de province. Mais non, j'ai fait 12 000 kilomètres pour le retrouver. Et c'est ce qui a fait l'objet de cette recherche, qui était assez ludique finalement. Je suis passé par des stades particuliers que j'ai remis en scène évidemment, mais notamment le fait d'écouter les paroles, et à travers les paroles essayer de retrouver les lieux qu'il avait vécus et passer du temps dans ces lieux. Ça n'a rien de logique, ça n'a rien de rationnel comme méthode. Et c'est ça qui m'a plu, parce que alors j'ai pas fait exactement ça, mais j'aime bien l'idée que la recherche soit pas guidée par un rationalisme d'enquêteur, mais par une espèce d'aléatoire, de dérive, et surtout de chance, ou de malchance, peu importe. Mais c'est ça qui est le moteur de l'histoire, et c'est le moteur de cette recherche, parce qu'on va découvrir des choses à côté desquelles on serait passé si j'avais enquêté normalement. Et là, j'ai découvert des personnages très étranges en marge du récit. Et finalement, après avoir navigué dans ces chansons, qui donnaient à la recherche aussi un côté un peu plus fantaisiste et poétique, on va dire. Ce personnage se redécouvre lui-même. Finalement, c'était ça sa vraie recherche. C'était pas tellement le chanteur, c'était ce qu'il aurait pu devenir s'il avait été chanteur, ou autre chose qui lui correspondait plus, au lieu d'être un simple, et j'ai beaucoup de respect pour eux, bibliothécaire du 18e arrondissement, qui avait le sentiment d'être passé à côté de lui-même. On ne va pas rentrer dans les considérations de qu'est-ce que tu aurais pu être si tu étais devenu chanteur. Le destin en a décidé autrement, mais c'est donc, t'en parlais tout à l'heure avec Raymond Calbut, que tu commences la bande dessinée. Je crois même qu'au début, tu dessines que le haut parce que tu sais pas trop dessiner le bas. Non, bien sûr, les pieds, j'allais pas faire tenir les pieds sur le sol, rien que ça. Moi, je pars de loin. Justement, à quel moment tu comprends que tu as envie de faire de la bande dessinée, que ce personnage te vient, que tu commences à le dessiner, d'abord le haut? Oui, voilà, il se met à mon insu. Le seul moteur, c'est l'envie. J'ai super envie de faire vivre des personnages, des gens, et à travers eux, de les nourrir de ce que moi je ressens. Et au début, je pensais même pas dessiner moi-même. Je me dis, bon, je vais faire du scénario, et puis je trouve personne. Et j'ai quand même cette vieille passion pour la BD qui fait que je vais quand même faire de la BD, alors que j'ai aucun don pour ça, que j'ai pas de pratique, pas de formation, rien. J'ai juste un personnage en plan comme ça, américain, et qui dit des choses. Bon, cela dit, le chat de Gueluc, c'est ça. Donc voilà, je pars avec un personnage minimaliste, et puis plus je le fais, et plus la nécessité du récit m'oblige à trouver des solutions pour le faire bouger. Si l'histoire qu'il a racontée est marrante parce qu'il sort dehors et qu'il doit détruire une voiture, en pensant que les voitures sont les prédateurs de l'homme et qu'il doit détruire la voiture, voilà, il faut que je me coltine ça. Ça m'amuse trop, cette scène où il va casser une voiture en disant « Ah, il y a 12 000 morts par an, la voiture est le premier prédateur de l'homme, donc c'est elle ou nous, quoi ». Et alors voilà, ça m'oblige à le mettre dans la rue, à dessiner en pied et à dessiner une voiture. Donc ça a toujours été l'histoire à raconter qui va tirer devant. Parce qu'on est très motivé quand on se dit « Ah, si je raconte ce gag là, qui est vachement drôle, et si je réussis à le faire en dessin, ça va être super ». Donc on met toute notre énergie pour ça. Je ne suis pas un dessinateur qui dessine en dehors des planches, je ne fais pas des croquis, je dessine pas toute la journée, je suis pas Emmanuel Guibert. Alors lui, il est un vrai dessinateur. Moi non, je raconte des histoires, je suis un raconteur d'histoires en images, pas un dessinateur. Suif, tu en as parlé, Les damnés de la Terre, on va pas revenir dessus. Et puis, évidemment, arrive notre Jean-Claude Tergal. Là aussi, comment ça va devenir ta série la plus emblématique, dont on te parle, j'imagine, encore aujourd'hui assez régulièrement. Là oui, aussi, c'est chouette d'entendre encore, alors que moi j'ai un peu terminé avec ça. On m'en parle et ça m'émeut toujours. Ce sont des gens qui ont découvert ça adolescents, ça fait partie de leur vie. Ils se sont reconnus dans ce personnage, ils arrivent maintenant, ils ont 40 ans, ils ont des enfants et tout. Je suis content pour eux, parce qu'ils n'ont pas pris la bonne direction pour avoir des enfants. C'est ce que j'allais dire, parce que bon, il est malheureux en amour, en sexe, il est un peu ringard, il est gentil, mais il vient d'où ce personnage? On a beaucoup dit que c'était toi à un moment de ta vie. C'est toujours été vexant, ouais. Mais pas faux. C'est-à-dire que je me suis basé sur une expérience personnelle. J'en parlais au début tout à l'heure, cette fille-là qui a commis cette erreur, mais monumentale, de me quitter. Attends, moi
Allez, j'en veux pas. Si tu nous écoutes, Isabelle, sache que tout est pardonné. Mais elle m'a aidé beaucoup à imaginer un personnage qui vit sa rupture avec le prisme de tous les abandonnés, à savoir une espèce de folie douce. Parce que quand on se retrouve tout seul, après avoir vécu en couple, tout est tragique. Les objets qu'on a connus ensemble, le presse orange qui symbolisait le bonheur de rester au lit le dimanche matin, ma chérie, tu veux encore un peu d'orange, tout ça, devient un objet maléfique, puisqu'il diffuse des ondes négatives du souvenir, quoi. Tout nous fait mal, toutes les histoires d'amour, en chanson ou au cinéma, c'est elle qui parle à travers nous et qui vient nous dévorer les pieds la nuit. Et cette nourriture-là, un peu névrotique, qu'on connaît tous, tout le monde a connu une rupture amoureuse, je le souhaite en tout cas, parce que c'est très formateur, eh bien, on sait qu'on passe par là, et c'est ce qui a fait que les gens ont reconnu, et ça, je pense, et c'est là aussi où la bande dessinée a son titre de gloire, ça nous aide à passer ce moment comme une espèce de catharsis. On se dit, ah bah ouais, attends, mais ça va, je me vois en train d'être ridicule, donc je prends du recul, et ce qui nous sauvera toujours en matière émotionnelle, quelle que soit cette émotion, c'est le recul qu'on prend avec ça pour ne pas être attrapé, dévoré par l'émotion au premier degré. Si j'ai pu aider des gens, et moi en tout cas, je peux dire, je me suis aidé vraiment beaucoup grâce à ça, eh ben, j'aurais réussi mon coup. Non, mais ce qui est amusant, c'est de noter que dans les années 90, tu reçois notamment des Alphars aussi, des prix à Angoulême, Alphard de l'humour. Donc à ce moment-là, tu es vraiment identifié comme un auteur de l'humour. Je parlais du one-man show, etc. Ouais. Qu'aujourd'hui, on est dans un style. Entre-temps, il y a eu beaucoup de voyages, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais on est dans un style beaucoup plus roman graphique, beaucoup plus nostalgique, beaucoup plus. Il y a une vraie. C'est peut-être l'âge, tout simplement, mais il y a une vraie évolution. Merci pour le coup de pied de l'âne. Qui était un peu un sniper aussi, toi. Oui, sans doute, bien sûr, mais aussi parce que la nouvelle phase, comment dire, c'est plus proche de moi ce que je raconte maintenant, et j'ai pas l'impression d'avoir quitté la peau d'humoriste pour autant. Je réfléchis, mais je sais pas il doit pas y avoir beaucoup de livres, il doit y en avoir peut-être un ou deux où il n'y a pas aucune trace d'humour. Ça reste quand même une posture de quelqu'un qui aime bien de temps en temps que ça soit drôle. Encore une fois, par politesse et par respect du lecteur, ne pas l'embarquer dans une histoire avec du pathos, de l'émotion grave, lourde, ou voilà, tire-larme et tout ça. Non, j'aime bien les emmener dans des zones très intimes, très fortes, mais qu'il y ait toujours ce petit airbag de l'humour qui nous aide à passer le moment, et moi qui m'est indispensable. Et la forme du roman graphique ? Parce qu'au début, on est dans des BD, entre guillemets, classiques, franco-belges. À quel moment tu bascules vers cette forme-là ? J'ai commencé à raconter à la première personne les choses avec un livre qui s'appelait Vertige de Quito, qui racontait de mon séjour en Amérique latine avec mon fils, ma fiancée éternelle et notre chat. Et c'était juste l'histoire d'un grand dégingandé en short qui essaie de survivre à Quito, Équateur, à 2800 mètres, sans connaître la langue, ni les coutumes de rien du tout de ces gens. Et c'est drôle dans le sens où c'est le cas souvent des lecteurs qui ne savent même pas où est l'Équateur. Mais en même temps, ça m'obligeait à raconter des histoires du quotidien, des choses très simples, basiques. Et je me suis dit que dans cette veine-là, il y avait peut-être à creuser quelque chose qui ne soit pas dans le spectaculaire, bien que l'Équateur soit très spectaculaire, les décors sont vraiment formidables, mais je racontais des micro-histoires là-dedans. Et donc j'ai commencé par ça sans doute, et puis l'autre livre qui m'a fait basculer, c'est précisément un livre écrit avec ma fiancée, c'est elle qui avait fait un roman, et ça s'est appelé Là-bas, c'est l'histoire de son père qui revient d'Algérie, qui vivait au paradis sur Terre, et qui revient et qui ne comprend plus rien du fonctionnement en France, qui est dépassé, et qui raconte à sa fille une Algérie mythifiée, rêvée. Moi, ça m'allait très bien, j'ai jamais mis les pieds en Algérie, mais j'ai raconté une Algérie exagérée, revisitée, donc ça me convenait. Et ça m'a obligé à basculer aussi dans un ton qui était plus le même, parce que tout à coup, il s'agissait d'une histoire vécue entre ma femme et son père, et là, il y avait quelque chose de lourd, quoi. Et puis c'était sur un fond d'attentat en Algérie, tout à coup j'ai dû dessiner des gens qui mouraient dans un attentat, et alors là moi jamais j'avais fait ça, Voilà, donc ces deux livres-là m'ont fait basculer.
Et nous ont amené à cette année fantôme qui vient de sortir chez Dupuis. T'as déjà l'idée de la prochaine ? J'essaie de ne pas faire deux choses identiques en suivant, parce qu'il faut laisser respirer la forme. Et à chaque fois, j'essaie de casser l'outil. Par exemple, le suivant sera un livre qui prendra la suite de Les Catastrophobes, une série de gags. Alors, on est sur du gag d'une page avec des personnages avec des grosses chaussures qui sont lamentables, un couple avec un dessin très élémentaire, avec un décor mais réduit au minimum, et c'est juste la blague qui compte. Et la blague, c'est de parler de la fin du monde. C'est super drôle. Laissez faire les professionnels. C'est le moment, Didier Tronchet, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Toujours prêt. La première BD que tu as lue ? Le Lotus bleu. Très peur. La trouille. La nuit, les Japonais, les ombres noires, tout ça. Le poison qui rend fou, Didi qui veut tuer Tintin. La meilleure BD de tous les temps ? Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai tellement de réponses. Je suis désolé, hein, et je sais pas qui peut répondre à cette question. Je dirais l'habitat urbain. C'est une blague, hein, évidemment. Hein. C'est un peu de la provocation. Hein. Je restais un peu quoi ? Pour nos auditeurs, l'habitat urbain, c'est un livre que j'ai fait. Sur un petit personnage qui raconte toutes les histoires de son sexe. Ça dure 30 pages, c'est lamentable. Mais sur un autre plan, on peut dire que c'est la plus grande BD du monde. La plus belle couverture de BD ? Oui, je dirais Causer, à la recherche de Peter Pan, le premier tome, qui est une couverture insensée, avec les 3/4 de la page sont blancs. Et il y a un tout petit skieur qui fait des petites traces en haut et qui sort d'un bois. Et ça, c'est d'une audace folle. La plus belle case de bande dessinée ? Waouh. J'ai envie de revenir sur le Lotus bleu à nouveau. Évidemment, c'est là où on puise toutes nos émotions premières dans la lecture enfantine. C'est ce clair-obscur, ces ombres chinoises, alors qu'il s'agit de japonais, drôle, qui me font deviner plus que voir juste les ombres japonaises des soldats dans la nuit. C'est juste du noir pur et du blanc. Et j'ai eu plus peur encore que si j'avais vu les Japonais. Ton personnage de BD préféré ? Alors, ils sont deux. C'est Georges et Louis, de chez Gossens. Ah, je les adore. Ils sont vraiment l'incarnation de la folie rationnelle qui est le personnage lui-même étonnant de Gossens, l'auteur. Et ils me font mourir de rire. Ton personnage de BD détesté ? Oh, j'aime faire des ennemis, je peux ? C'est pas détester, parce que j'adore le dessin, parce que je trouve la gueule du personnage formidable. Mais Gaston Lagaffe, je n'ai jamais ri à ces blagues, parce que c'est la même chose tout le temps. C'est voici ma nouvelle invention. Oh, ça ne marchera jamais. Bing, oh, ça n'a pas marché. Bon, mais pardon les amis, hein, vous me détestez, mais évidemment que j'adore le dessin, évidemment que je trouve Franquin l'un des plus grands dessinateurs. Mais Gaston Lagaffe, au niveau du gag, franchement, c'est la même chose tout le temps, on est d'accord ? Tu dessines dans le calme ou en musique ? Je dessine en musique, je dirais même plus loin, je ne peux pas dessiner sans musique. Ouais, j'ai besoin d'avoir l'accompagnement de quelque chose qui vient occuper la partie de mon cerveau qui pourrait m'empêcher d'être libre par rapport au trait. Couleur ou noir et blanc ? Couleur, parce que c'est vraiment ça qui m'a fait remarquer de lecteurs. Généralement, les lecteurs ne voient pas la couleur, et c'est très bien, il ne faut pas la voir, la couleur. Mais chez moi, il se trouve qu'ils se disent « Ah tiens, alors que ce n'est pas grand-chose, c'est juste des effets. » Mais la couleur, venant du dessinateur, c'est la même main qui dessine les deux, a un effet de réel et assez puissant. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Ouais... Non, je ne vais pas trouver mieux que ça, mais c'est Gossens hein, même. Parce qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. Il n'a pas du tout réussi le passage au grand public. Mais tant mieux, pour moi, ça me va. Je suis content pour moi, mais je me dis quel dommage, quel gâchis. Il va là dans des zones incroyables et il se renouvelle tout le temps. Ça fait 40 ans qu'il fait de la BD et je ne trouve qu'il se répète jamais. Donc vraiment... Mais par contre, la réserve que je mettrais, c'est qu'il faut y aller par petites doses, sinon c'est du pudding. Il est trop dans l'accumulation de gags, et au bout d'un moment, on a envie de dire stop. Donc moi, je dis aux gens, découpez l'album en 3 et allez-y posément. Merci beaucoup, Didier Tronchet, d'avoir joué le jeu. Plaisir. Et donc on lit L'année fantôme. J'aimerais bien, franchement. C'est publié chez Dupuis. Ouais, j'aimerais bien, parce que c'est vraiment un livre qui est très important pour moi, sinon le plus important.
Le 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.